Inlassablement, Tatiana Romashkevitch trie ses trésors. Des milliers de fragments qui laissent deviner un visage ou un pli de vêtements du précieux ensemble de fresques de la ville de Novgorod, dans le nord-ouest de la Russie. Ils nous sont parvenus du XIIe siècle, quand Novgorod était une puissante cité marchande indépendante sur une route commerciale reliant deux pôles. La Scandinavie des Vikings, qui ont importé leur modèle politique, et l'Europe byzantine. Et c'est ce qui l'a rendue unique, car Novgorod a développé un système inédit en Russie médiévale, une république. Mais une république extrêmement croyante. Durant cette époque où les habitants décidaient de leur destin lors d'assemblées populaires, les nobles et les marchands faisaient venir les meilleurs maîtres byzantins pour ériger d'innombrables églises. Cette enclave prédémocratique a connu un essor économique et culturel tel que les arts religieux s'y sont épanouis comme nulle part ailleurs en Russie. Ces sanctuaires ont traversé les âges et font aujourd'hui de Novgorod l'unique endroit du pays où l'on peut admirer les fresques épargnées par les invasions mongoles du XIIIe siècle. Aux environs de Novgorod, là où la rivière Volhov s'écoule du lac Ilmen, un site témoigne de la création du premier État russe au IXe siècle. Ici se trouvait jadis la résidence du prince Rjurik, d'origine scandinave, fondateur de la dynastie qui a gouverné la Russie pendant plus de 7 siècles. Les annales décrivent la manière dont les habitants de Novgorod ont fait appel aux Varegs, des Vikings habitant dans la région de la mer Baltique, pour les gouverner. Ils leur ont dit « Notre pays est vaste et fort, mais le désordre y règne. » Novgorod a fait appel aux Vikings comme arbitre indépendant et a demandé à ses guerriers expérimentés de la défendre en cas de conflit. Les Vikings avaient aussi l'avantage de connaître cette route commerciale qu'on appelait la route des Varegs aux Grecs. Elle était en train de prendre forme à cette époque. Cette route reliait la mer Baltique à la mer Noire par un réseau de fleuves et de lacs et permettait les échanges entre le nord de l'Europe et Byzance. Novgorod était l'incontournable étape pour troquer des biens précieux comme de l'ambre ou des épices. Des marchandises de tous les territoires ont été acheminées ici, aussi bien des fourrures provenant de l'Oural et du Nord que du miel et de la cire des environs. C'est aussi par cette voie fluviale que sont arrivés à Novgorod des architectes et des peintres d'icônes venant de Byzance, qui ont construit des églises et les ont décorées. Au IXe siècle, un centre urbain se forme sur ce site autour de la résidence du prince. La chose la plus importante à savoir, c'est qu'il y avait une sorte de contrat établi entre le prince et les habitants. Il ne s'est pas imposé par la force. C'est probablement pour cette raison que Novgorod a été gouverné par une assemblée populaire, nommée Veche. Elle est instaurée à Novgorod et devient l'acteur principal de cette gouvernance par le peuple. Ce Veche de Novgorod rappelle l'assemblée des hommes libres vikings qu'on appelle le Ting. Sur la rive gauche de la rivière Volhov se dresse le Kremlin, la forteresse de Novgorod. À l'intérieur, l'imposante cathédrale Sainte-Sophie, datant du XIe siècle, est le symbole de l'ambition de Novgorod. Son nom renvoie à Sainte-Sophie de Kiev, capitale de l'époque, elle-même inspirée de Sainte-Sophie de Constantinople. Face au Kremlin, une rangée d'arcades blanches, vestiges des halles de Novgorod, rappelle la vocation marchande de la ville. Sur la vaste esplanade verte, 7 églises sont éparpillées au milieu de la végétation. La cathédrale Saint-Nicolas est un lieu clé dans l'histoire de la République de Novgorod.
En 1136, les habitants de Novgorod se sont réunis ici, en Vetché, et ont exigé la démission du prince Vsevolod. Ce dernier a d'abord été emprisonné, puis il a été chassé de Novgorod. Après cet événement, cette cathédrale est devenue le lieu de rassemblement du Vetché. Les habitants y décidaient des questions de paix ou de guerre, de quel prince il fallait convier, ou s'il fallait chasser celui qui était au pouvoir. D'après les annales, les habitants se rassemblaient en Vetché au son d'une cloche qui lui était spécialement dédiée. Au fil des siècles, Novgorod s'enrichit et rejoint la prestigieuse Ligue hanséatique, un système d'échange de marchandises qui reliait les villes germaniques aux villes baltes. De cette prospérité témoigne l'église de la Transfiguration du Sauveur sur Ilyine. Elle est célèbre pour ses fresques, réalisées par l'un des plus grands peintres d'icônes, Théophane le Grec, et a été construite par un noble fortuné pendant la période républicaine de Novgorod en 1374. C'était véritablement l'âge d'or de la République de Novgorod. Presque chaque année, une église, voire deux, sortait de terre et devait être décorée. Novgorod, à la différence d'autres villes russes, n'a pas été dévastée par les envahisseurs mongols. Et les négociants et les boyards locaux, des nobles qui étaient de riches propriétaires terriens, ont accumulé suffisamment d'argent pour pouvoir y inviter aisément les meilleurs artisans. Chaque noble, appelé boyard, était profondément croyant. À Novgorod, ça allait de pair. D'un côté, le sens aigu des affaires, et de l'autre, la foi profonde. C'est typique de la ville. Pour être un boyard respectable, pour soigner sa réputation, il était important de prouver sa foi, sa dévotion, ce qui se matérialisait par la construction d'églises. Les boyards avaient conscience de la qualité supérieure des maîtres byzantins. Et parmi eux, Théophane le Grec était l'un des meilleurs, le plus grand. L'œuvre de Théophane le Grec est reconnaissable par son expressivité prononcée. Les fresques de la voûte sont l'apogée de tout ce que l'on peut voir ici. Au centre de la coupole est représenté un Christ Pantocrator, un Christ tout-puissant. Son regard est saisissant, d'une profondeur cosmique. C'est un regard qui nous captive et qui en même temps nous traverse pour basculer dans une autre dimension. C'est bouleversant. Regardez les fenêtres, elles sont de petite taille, très étroites, telles des fentes. Quand on entre ici lors d'une journée ensoleillée, on a l'impression qu'on peut s'emparer des faisceaux lumineux qui s'y engouffrent. Cette lumière était prise en compte dans la composition des fresques. La République de Novgorod parvient à rester indépendante pendant plus de 3 siècles, résistant aux grands princes des capitales successives du pays, Kiev puis Vladimir. Mais l'essor de Moscou change le cours de son histoire. À l'orée du XVe siècle, Moscou a réussi à s'adjoindre quasi toutes les principautés du territoire par différents moyens. Seule la République de Novgorod, un territoire gigantesque, riche de toutes sortes de ressources, est restée indépendante, entretenant de surcroît des liens commerciaux directs avec l'Europe. Novgorod était très convoité. En 1471, le grand prince de Moscou, Ivan III, envoie son armée qui inflige une défaite cuisante aux Novgorodiens. Ivan III se déplace en personne à Novgorod. Il s'empare du symbole de l'indépendance, la cloche du Vetché, et il l'emporte à Moscou comme signe de la soumission de la ville. Novgorod est définitivement annexé par la grande principauté de Moscou. C'est la fin de la République. Mais la ville reste à jamais le berceau de la civilisation russe.
Tout l'art russe y puise ses origines. Un héritage précieux, mais fragile. Au sein du Kremlin de Novgorod se trouve désormais l'atelier de restauration de peintures anciennes. Les fragments qu'on voit dans cet atelier proviennent des fresques de l'église de la Transfiguration du Sauveur sur Nereditsa. En 1867, les copies de ces fresques ont été présentées à Paris, à l'exposition universelle. Elles ont fait sensation. Toutefois, durant l'été 1941, cette église de la Transfiguration, vestige de la République de Novgorod datant du XIIe siècle, se trouve sur la ligne de front. Elle tombe sous les feux de l'artillerie allemande et son chef-d'œuvre, l'ensemble de fresques, est détruit. Après la guerre, l'église est reconstruite à l'identique avec les mêmes matériaux, mais il faut attendre un demi-siècle pour que son splendide décor puisse être restitué. Le Christ est représenté en simple prêtre. C'est une image très rare et toute la peinture du chœur est construite à partir de cette image. Il ne reste presque rien de ce Christ sur le mur, sauf une petite partie du nimbe, son auréole, qui nous permettrait de restituer toute la fresque. Vous voyez, là, c'est la partie restante du cercle. Alors, ça donnerait à peu près ça. Voilà l'auréole. Ici, le cou, la barbe. Le gardien est resté ici jusqu'à la destruction de l'église. Il s'est abrité dans une tranchée. Dans une de ses lettres qui nous sont parvenues, il explique qu'un obus a détruit le mur ouest. Et il écrit « La fresque du jugement dernier est encore intacte, mais elle sera détruite aussi. Il n'en restera rien. C'est douloureux. Notre église est condamnée. » Sur la fresque récemment recomposée par les restaurateurs, on peut voir le prince de Novgorod. C'est le bâtisseur de cette église, le prince Yaroslav. Il tient l'église dans ses mains. On croyait que les fresques étaient perdues à jamais. Mais quand on en a découvert des fragments, on s'est demandé comment les reconstituer. Chaque morceau est si précieux. Je rêve que tous les morceaux retrouvés reprennent leur place sur les murs. La florissante République de Novgorod n'a pas perduré. Mais au-delà des sombres périodes de despotisme, l'histoire de cette cité incarne pour le peuple russe une lueur d'espoir, lui rappelant la richesse de sa civilisation.